Bonjour Manuel. Bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver ici au château de la Vérune, dans ce château du 18e, qui est un château d'inspiration néoclassique. Donc on va vous accueillir bientôt pour votre exposition au musée Auffarbury, qui se trouve donc à l'intérieur de ce même château. J'aurai le plaisir de conduire des ateliers d'écriture autour de vos œuvres. Et je trouve que ce château, en fait, se prête très bien à vos œuvres qui sont d'inspiration néoclassique, me semble-t-il. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors disons l'inspiration néoclassique, c'est surtout, si vous voulez, sur la composition en fait, des œuvres. En fait, si vous voulez, dans mes tableaux où je mets un point d'honneur à peindre, si vous voulez, les profondeurs de l'âme humaine par le silence, il y a un côté comme ça extrêmement statique, extrêmement rangé dans les tableaux. Donc ça fait, oui, référence par exemple au tableau de David, au tableau de Poussin, qui sont extrêmement composés d'un point de vue géométrique, le nombre d'or, etc. En fait, plein de règles comme ça, en fait. Et en fait, ça, si vous voulez, il y a une espèce d'alchimie un peu étrange qui se passe entre le côté assez étrange des tableaux et le côté très rangé. D'ailleurs, le côté étrange vient de ce côté très ordonné, si vous voulez. Là, je parlais la dernière fois, évidemment, des films de Kubrick, qui sont justement de manière cadrée, de manière très symétrique. On retrouve la symétrie, par exemple, dans mes tableaux, enfin dans certains tableaux. Donc voilà, c'est pour introduire, si vous voulez, ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté. On en parlait. Oui, vous pourriez nous dire un peu plus, parce qu'on ressent un certain malaise, mais qui est voulu, me semble-t-il, de votre part. Quand on voit vos tableaux, vous avez conscience d'ailleurs qu'ils peuvent être un peu dérangeants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette volonté et développer ce thème de l'inquiétante étrangeté ? Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que l'inquiétante étrangeté, alors souvent on se trompe un peu sur cette interprétation, c'est pas quelque chose qui touche à l'horreur ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose de très subtil, c'est une légère modification, si vous voulez, de la réalité qui induit une angoisse chez le spectateur. Donc c'est ce qui se passe dans mes tableaux. Donc c'est-à-dire que moi je peins, si vous voulez, les profondeurs de l'âme humaine. Donc les profondeurs de l'âme humaine en général c'est quelque chose de mystérieux, d'étrange et d'inquiétant. Et je pense que voilà, la forme doit refléter le fond, c'est-à-dire que les tableaux doivent être mystérieux, étranges et inquiétants. Donc ça passe évidemment par le travail sur la composition, le travail sur les espaces vides aussi. Il y a beaucoup de casiers vides, de zones comme ça, où quand je conçois les tableaux, si vous voulez, j'enlève plus que je rajoute. Je pense par exemple à un décor, à quelque chose, je m'inspire de plusieurs images, de plusieurs personnages, etc. Et après je me dis mais qu'est-ce que je peux enlever ? Qu'est-ce que je vais garder qui est nécessaire en fait pour avoir une très bonne lisibilité, même une efficacité en fait dans le tableau. Alors il y a la composition des tableaux, donc la symétrie, vous avez dit, qui peut donner cette ambiance un petit peu étrange, en tout cas mystérieuse. Il y a le choix des couleurs aussi, la palette. Oui, bien sûr, c'est des couleurs, si vous voulez, ce qu'on appelle des couleurs rompues. C'est des couleurs. J'essaye, si vous voulez, dans mes tableaux, donc je vous ai dit, l'esprit humain, c'est quelque chose de très ambigu. Donc il faut donner une forme à cette ambiguïté-là. Donc en fait, les couleurs, c'est-à-dire que j'utilise des couleurs sourdes. C'est pas des couleurs qui orientent le spectateur vers un sentiment spécifique. Par exemple, le rouge, c'est l'amour, la gaieté, ça peut être l'amour, la passion, c'est le sang, la violence, etc. Donc voilà, le vert, c'est à la fois l'espérance, à la fois la maladie. C'est des couleurs qui sont assez connotées. Par exemple, le bleu dans mes tableaux, le gris, le bleu, etc. C'est des couleurs qui sont assez neutres. Même si le bleu, oui, par le passé, au Moyen-Âge, c'était la couleur un peu des barbares. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Le bleu, c'est la couleur de l'institution, c'est la couleur de la méditation, des choses comme ça. En tout cas, c'est des couleurs qui appellent plutôt à la méditation, au silence, justement, que à quelque chose de très connoté. Le jaune, par exemple, c'est la couleur de l'or. Ça fait appel à Judas qui était en jaune, la trahison. Donc voilà, c'est des couleurs comme ça très très fortes, très marquées. Et du coup, oui, j'essaye, si vous voulez, par la couleur, de procéder, si vous voulez, une anesthésie de l'espace. Rendre un espace complètement vide, inanimé, si vous voulez, pour se concentrer vraiment sur quelque chose qui est profond. Enlever, en fait, ces choses qui peuvent être un peu parasites. L'énergie, par exemple, je parlais de la couleur rouge. La couleur rouge, donc le sang, la violence, la colère, tout ça, même l'amour, en fait, c'est des énergies. Alors qu'il faut, si vous voulez, dans cette démarche-là, qu'on ne sente aucune énergie, au contraire. Donc la composition, en fait, désactive tout ça, la couleur aussi. Ça anesthésie un peu le spectateur, c'est ça que oui, c'est ça, vous voulez dire. Il y a un côté un peu anesthésiant, effectivement. Et en même temps, donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur
le choc, en fait, la dichotomie entre la modernité et le classicisme, parce que vous avez des personnages qui finalement sont vêtus de manière très moderne, mais vous choisissez pour vos cadres des cadres anciens, voire un vernis peut-être inspiré des Flamands aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que d'un point de vue technique, l'exécution des tableaux, c'est exactement l'école flamande, le siècle d'or hollandais. Hein, dans les grandes lignes, c'est les méthodes de Vermeer. Vermeer, Rembrandt, voilà, c'est pour citer les plus connus. Après, c'est vrai que moi, je pense que si vous voulez, il y a du bon dans chaque époque et qu'il ne faut pas dire à la fois le fameux « c'était mieux avant » ou « tout était mieux avant », ce qui n'est pas forcément vrai. Et tout est mieux parce que c'est moderne. Je pense qu'il y a du bon à trouver en fait dans les deux-là, dans ces deux choses. Et justement, ouais, ça m'a toujours intrigué ce rapport entre l'ancien et le moderne. Et de lier les deux, en fait, je sais pas, après c'est peut-être aussi lié à ma personnalité, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose on va pas jeter tout ce qui a été fait. C'est trop important, trop immense pour être jeté. En même temps, on ne va pas faire des copies des tableaux, parce que ce n'est pas des copies du XVIIe ou du XVIIIe ou je ne sais quel siècle. Ça n'aurait en fait aucun sens, si vous voulez. Donc oui, je pense que c'est l'alliance en fait des deux. Donc vous revendiquez en fait certaines influences, hein. Vous ne vous en cachez pas. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur les gens qui vous ont influencé? Oui, tout à fait. Alors, là, je parlais... soit d'ailleurs peut-être pas que en peinture. Ah oui, bien sûr. Alors, je parlais là en peinture, donc Vermeer, évidemment, l'exécution, la délicatesse, je retiendrai ça. Chez Vermeer, la délicatesse est aussi quelque chose que je trouve extrêmement intéressant dans ces tableaux. Si vous voulez, c'est d'introduire une hiérarchie dans le regard. Alors par exemple, dans la laitière, qui est extrêmement connue, par exemple, donc on voit en fait cette femme, et le visage de la femme est un peu flouté. Et en fait, il y a comme une zone de netteté en premier plan, en fait, qui est en général la nature morte. Donc là, c'est le pain, etc. Et en fait, c'est comme si, oui, Vermeer avait un peu utilisé les caractéristiques de la photographie. Donc voilà, la caméra obscura, mais lui, ça s'utilisait, mais lui, il a vraiment été au bout. Et je trouve qu'il y a un côté justement très, très mystérieux, puisque les personnages sont dans une espèce de flou. Ils sont un peu à distance avec le spectateur. C'est-à-dire qu'on nous montre quelque chose qui est très détaillé, et à la fois, ça ne nous en dit pas beaucoup plus. Donc il y a évidemment, oui, alors Vermeer, alors aussi Van Eyck, autre grand peintre flamand, donc primitif, un peu avant. Donc oui, là, c'est les détails, c'est le travail du détail, quoi. Chez Van Eyck, c'est bon, les époux Arnolfini. Voilà, c'est un tableau, on ne peut pas se lasser de le regarder, tellement à la fois le détail de l'exécution et puis la symbolique. C'est-à-dire que tout est pensé. Il y a une anecdote là sur le tableau qui s'appelle L'adoration de l'agneau mystique de Van Eyck. Il y a des anges qui jouent de l'orgue et il avait ses doigts comme ça. Et en fait, Van Eyck, après coup, il s'est dit j'ai fait une erreur parce qu'en fait le doigt était mal positionné, du coup ça faisait une fausse note. C'est un peu comme la fresque de Michel-Ange sur la Sixtine, le doigt qui touchait Dieu, il a dû changer en fait parce qu'on ne peut pas toucher Dieu. Donc ça c'est des détails, mais c'est là où je pense qu'on peut voir que c'est des chefs-d'œuvre assez incroyables. Donc oui, donc Van Eyck, Vermeer, évidemment Rembrandt, hein, le travail de la lumière. Et aussi la profondeur, je trouve, dans les attitudes des personnages de Rembrandt, même si dans mes tableaux, c'est majoritairement des femmes, mais c'est vraiment dans l'attitude. Les autoportraits de Rembrandt, ils sont vraiment très très profonds. Donc oui, Rembrandt travaille de la lumière. Après aussi, évidemment, les peintres italiens. Donc je parlais de délicatesse pour Vermeer. Ce serait la même chose pour Raphaël. C'est vraiment la douceur, l'harmonie aussi chez Raphaël. D'ailleurs, vous parlez d'exposition, je vais présenter un tableau. Je vais présenter 3 nouveaux tableaux. Et il y a un tableau qui est une relecture, en fait, d'une peinture de la Renaissance italienne. Mais c'est vraiment une relecture, ça part de ce modèle, mais la symbolique est très très différente. Mais en tout cas, voilà, c'est une relecture à partir d'un des tableaux de cette période-là. Et puis après, alors je citerai évidemment Munch. Alors là, on va faire un saut dans le temps. Donc là, on est en Norvège. Alors Munch, sur l'exécution et la facture, ça n'a absolument rien à voir avec Munch. Hein, c'est le précurseur de l'expressionnisme avec toutes ces couleurs acides, etc. Cet univers extrêmement agité. Mais par contre, Munch, qu'est-ce qu'il peint? Il peint quand même l'agitation intérieure. De manière très différente, mais en tout cas, c'est ce qui l'intéresse. L'autoportrait au tumulte intérieur, évidemment le cri, les tableaux Insomnie, l'autoportrait à la grippe espagnole. Et ce qui est intéressant chez Munch, et que je reprends aussi un peu dans mon travail, c'est que les décors sont le reflet de l'état mental des personnages. Et en général, les décors sont agités. Pourquoi? Parce que le personnage se ressent agité. Par exemple, le tableau Le Cri, on se trompe sur la signification. On pense que c'est un personnage qui crie, alors qu'en fait, il entend un cri.
Et du coup, il est prostré, et puis, et en fait, oui, c'est le cri qui déchire la nature, qui traverse l'univers. Et on voit, oui, le décor est complètement agité. Donc oui, évidemment, ça en peinture. Je dirais aussi Édouard Manet. Pareil, Édouard Manet, il a l'art aussi c'est un peintre moderne, hein, c'est qu'il a introduit la modernité. Donc ce qui est brillant chez lui, c'est qu'il s'intéresse aux avancées technologiques de son époque. Par exemple, le tableau de chemin de fer, donc on voit deux personnages, une femme en fait avec un chien qui regarde le spectateur, et il y a une fille qui regarde à travers une grille. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on voit la fumée, ça parle évidemment de l'arrivée du chemin de fer, du train, donc invention incroyable. Et en fait, Manet, ce qui est génial, c'est l'art du hors-champ. C'est-à-dire qu'il montre la fumée, mais il ne montre jamais, la locomotive. Mais on comprend tout de suite. Et on comprend aussi, il y a la femme qui regarde le spectateur qui, un peu, on ne sait pas trop, elle est un peu, on pourrait dire qu'elle est exaltée par cette avancée, mais elle nous met presque en garde sur attention, il y a quelque chose qui va arriver, le monde va s'accélérer. Et oui, je trouve ça absolument brillant chez Manet. Bon, il y a plein de choses. Et par exemple, oui, le fait de revisiter aussi des tableaux anciens. Le tableau Olympia, ça revisite la Vénus de Titien. Donc oui, chez Manet, il y a ça aussi. Hein, c'est l'alliance moderne et ancien. Donc oui, il y a Édouard Manet. Et puis là, on va parler un peu de cinéma, parce que c'est vraiment deux grandes influences. Oui, alors justement, vous avez utilisé aussi le mot, avant qu'on parle aussi des autres influences que vous avez pu avoir, hormis la peinture, vous avez utilisé le mot hors-champ. En fait, il y a 3 mots sur lesquels j'aimerais bien revenir. Vous avez parlé de minutie, donc de délicatesse, mais ça peut être aussi de la minutie, on va dire, le sens du détail, le symbolisme, et donc le hors-champ. On a souvent l'impression, effectivement, donc il y a une très grande finesse dans la façon dont vous restituez chaque détail, et tout comme le cri de Munch, où effectivement on se demande, ça suscite effectivement beaucoup d'interrogations. Vos peintures suscitent aussi beaucoup d'interrogations. Donc est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ce symbolisme et les sentiments que vous souhaitez susciter chez les gens qui regardent vos peintures? Oui, bien sûr. Alors là, pour revenir sur le hors-champ, en fait, je pense que ce qui est le plus important dans mes tableaux, c'est ce qui n'est pas peint. Oui. C'est ce qui est suggéré. En fait, tout ça est une mise en scène. D'accord. C'est de la mise en scène. C'est pour conduire un peu le spectateur vers un sentiment. C'est difficile de peindre, de mettre des mots, de mettre, disons, du visuel sur des pensées. C'est très compliqué. Les écrivains le font, mettre des mots sur des pensées. On le fera. Voilà, c'est exactement ça. Et puis là, oui, il faut trouver en fait un stratagème, quoi. C'est-à-dire que comment peindre, comment représenter l'irreprésentable, à savoir les méandres de l'âme, l'ambiguïté. C'est quelque chose de très compliqué. Donc oui, je conçois un peu, c'est comme des puzzles avec une pièce manquante. D'accord. Et l'important, c'est la pièce manquante qu'on sente. C'est par exemple là les personnages qui sont dans mes tableaux, les femmes qui sont dans mes tableaux. Si vous voulez, je pense que c'est des personnes, quand vous les regardez, on sent qu'elles ont un secret. Mais l'important, c'est pas de dévoiler le secret, c'est juste de sentir qu'elles en ont un. On n'est pas dans le dévoilement, mais peut-être dans quelque chose de plutôt voilé, vous voyez, plutôt caché. Parce que ce qui est caché, oui, c'est ce qui est caché au plus profond, donc c'est ce que j'essaie de retranscrire. Et oui, le symbolisme, parce que justement, il faut user de ce stratagème de mise en scène. Et oui, on utilise le symbolisme avec les animaux, par exemple, avec certains détails en fait, dans les tableaux, en fait, le côté animal de l'être humain. Ouais, le côté animal, bien sûr. C'est ça. Et c'est aussi l'inconscient qui ressort. Par exemple, il y a un tableau dans l'exposition qui s'appelle Nuit blanche. Voilà, en fait, c'est une femme qui est en train de faire des origamis, évidemment pour trouver le sommeil, comme on ferait un coloriage ou autre. Et en fait, elle est en train de faire des origamis en forme de panthère. Et en fait, c'est sa personnalité en fait, qui ressort, le côté panthère, mais sans qu'elle s'en aperçoive. Et là, on parlait du cinéma, en fait, ça me fait penser à un film d'Orson Welles qui s'appelle Le Criminel. Et en fait, dans ce film, Orson Welles, c'est un ex-nazi qui se cache aux États-Unis, etc. Et à un moment donné, il est au téléphone avec un de ses ex-collègues. Et donc, il est au téléphone comme ça, il gribouille quelque chose sur une feuille. Et en fait, machinalement, il est en train de faire une croix gammée. Donc, mais parce que c'est juste l'inconscient qui ressort à ce moment-là. En fait, c'est l'idée en fait, des tableaux. Donc c'est un peu, oui, c'est l'automatisme en fait, voilà, un côté très automatique. Les surréalistes, oui, non, c'est le côté non, le surréalisme, non. C'est l'inconscient, voilà, on avait parlé de ça. Ouais, c'est plutôt le côté métaphysique, le côté surréalisme. Alors déjà, le surréalisme, c'est quelque chose qui n'est pas possible physiquement. Moi, dans mes tableaux, tout est possible. Une femme avec des mannequins ou avec des origamis, il n'y a absolument rien d'impossible. C'est pas le château dans les nuages de Magritte ou les tableaux de Dali, où c'est impossible physiquement.
Et donc, vous parlez de mise en scène, on a parlé de hors-champ, donc il y a un langage très cinématographique. Donc, vous avez mentionné voilà, Orson Welles, Kubrick. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui qui a été un élément déclencheur, un film peut-être, qui a été un élément déclencheur dans votre passion? Oui, tout à fait. Alors, vous savez, quand j'avais 13-14 ans, je regardais des films un peu comme ça, un peu comme tout le monde. Grand et puis, public. Oui, voilà. Enfin, je me posais pas, c'est pas grand public, je me posais pas vraiment de questions sur la qualité ou je ne sais quoi. Et en fait, j'ai eu envie de voir ce que j'avais lu, voilà, des chefs-d'œuvre, enfin des grands films à voir du cinéma. Et bon, j'ai fait quelques recherches et j'étais tombé sur 2 films vraiment incroyables. C'est Hit de Michael Mann et Scarface de Brian De Palma. Et donc, j'avais pas le langage esthétique, etc., pour comprendre les travelling, etc. Bon. Par contre, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, je suis devant quelque chose d'immense. C'est ce qu'on appelle un choc esthétique. Et c'est vrai que je me suis dit, mais oui, c'est absolument brillant. Et je ne savais pas comment l'expliquer, mais je me suis dit, mais tout est d'une perfection absolue. Que ce soit les acteurs, la mise en scène, les plans, c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai, après, bon, j'ai creusé dans ce sens-là, et c'est de fil en aiguille, voilà, j'ai découvert beaucoup le cinéma du Nouvel Hollywood, donc toute cette période des années 70. Scorsese, Coppola, De Palma, Cimino, Friedkin et tout ça. Et c'est vrai que dans ces thématiques du Nouvel Hollywood, il y a aussi cette volonté d'aller sonder l'être humain, si vous voulez. C'est Taxi Driver, c'est Le Parrain, c'est Je bout de l'enfer. Enfin, c'est des films, c'est très... c'est à la fois désespéré, mais ça se rapproche plus d'une certaine vérité, une idée de la vérité. Il y a une violence en fait sous-jacente. Oui, bien sûr, c'est ça. L'être humain est complexe. L'être humain à la fois est brillant, il est violent, il est grandiose, c'est vrai que c'est très compliqué. Mais ça donne matière justement à... Je pense que ça fera un très bon tandem avec l'écriture parce qu'il y a effectivement ça convoque beaucoup d'images. Et vous semblez avoir une culture générale assez impressionnante au niveau de l'art, au niveau de l'histoire de l'art. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien? Après, moi, c'est une passion, en fait, je le vois comme ça. C'est pas le fait de connaître telle ou telle date ou telle référence. C'est vraiment une passion parce que moi, je passe des fois des journées à regarder des tableaux, à regarder des tableaux de Raphaël, de Vermeer, etc., mais vraiment en détail pour essayer de moi comprendre mieux les maîtres. Et oui, je pense qu'après, plus on connaît, en fait, plus on a un recul par rapport à certaines choses, plus on évite certains pièges aussi. Des fois, de faire un peu tomber dans la facilité ou de faire quelque chose de trop convenu, etc., etc. Et on se dit, ah ouais, en fait, ça a déjà été fait au XVe siècle, ça a déjà été fait à telle époque. Non, mais c'est vrai que souvent, alors, quand on regarde mes tableaux de manière un peu binaire, on dit, oui, ça, c'est ancien. Et quand on regarde ce qui se fait un peu aujourd'hui, le néo-pop art et tout ça, c'est moderne. Alors ça, je trouve ça toujours assez étonnant. C'est-à-dire que oui, vous avez dit alors les références Van Eyck, Vermeer et tout ça, mais en même temps apporter quelque chose de moderne et de personnel. En même temps, quand on fait du néo-pop art, c'est très compliqué de voir vraiment la modernité. Quand on prend pour égérie une actrice qui est morte il y a 60 ans, Pensez à Marilyn Monroe. Oui, évidemment, parce qu'on la voit partout. J'ai rien contre, mais c'est de ça. Et puis Warhol, c'était des années 60. C'est-à-dire que ça représentait une idée des années 60. L'idée de la star hollywoodienne des années 60, l'idée d'une société des années 60. On est passé à autre chose depuis. Alors vous avez quand même développé quelque chose de nouveau, puisque vous avez un concept que vous appelez la peinture silencieuse. Qu'est-ce que c'est en fait la peinture silencieuse? Parce que ça aussi, ça interroge. Oui, si vous voulez, je parlais là des profondeurs de l'âme et tout ça. Le silence, ça peut être vu comme 2 choses, c'est-à-dire l'absence de son, donc le côté sonore, évidemment le silence, mais aussi le silence, ça renvoie à quelque chose qui a trait à la méditation, qui est quelque chose de très en profondeur. Et je pense que oui, pour sonder justement les profondeurs de l'âme, en fait, la peinture silencieuse, si vous voulez, c'est pas une finalité, c'est une structure qui permet d'essayer d'approcher en fait les méandres de l'âme. C'est toute cette structure, composition, lumière, couleur et les attitudes des personnages, ça c'est très important aussi. Si vous voulez, j'ai des personnages qui sont assez stoïques, qui ne montrent pas leurs émotions, ni positives ni négatives. C'est ce qu'on pourrait, il y a des tableaux avec des gens qui... Sont-ils humains finalement? Écoutez, il y a une frontière très mince justement entre les humains et les mannequins. C'est ce que j'explore dans mes tableaux. Le côté factice. Le côté factice dans mes tableaux, c'est
c'est un peu une observation de ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est-à-dire le côté faux. Donc il y a un discours aussi derrière, vous souhaitez dénoncer quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour dénoncer, en tout cas c'est une observation. Le côté en fait très factice, que derrière, si vous voulez, derrière le côté factice, finalement se cache beaucoup de vide, parce que le vide existentiel, ça fait partie vraiment de ce qu'on peut observer en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que derrière, sous le vernis, en fait, il se cache, c'est soit quelque chose qui peut être assez sombre, ou soit même rien parfois. C'est assez étonnant. Des fois, derrière le rien se cache le rien. C'est assez étonnant, je trouve. Très joliment dit. Est-ce que vous souhaitez nous parler de votre exposition à la Vérune, des tableaux que vous souhaitez présenter peut-être ? Alors oui, donc c'est une exposition qui s'appelle « Les créatures sont-elles nécessaires ?» C'est un titre d'un tableau que je suis en train de finaliser, qui sera présenté pour l'exposition. Donc là, vous avez dit le hors-champ, etc. Donc on retrouvera toutes ces obsessions, disons, dans ce tableau-là. C'est un tableau qui, comme la plupart en fait, de mes tableaux, n'ont pas une interprétation, disons, fermée. C'est-à-dire que c'est à la fois une mise en scène, mais le spectateur peut se réapproprier comme il le souhaite. C'est-à-dire que je ne fais pas une thèse avec une vérité absolue, c'est une éventualité. Et c'est un tableau, si vous voulez, donc, qui s'appelle « Les créatures sont-elles nécessaires ?» qui a double, voire triple lecture. C'est-à-dire que dans ce tableau, les créatures, voilà, on peut dire, oui, il faudrait déjà définir quelles sont les créatures. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ce tableau-là. Avec grand plaisir. Donc je présenterai donc ce tableau-là, je présenterai aussi donc, le tableau que je vous ai parlé, qui est d'inspiration de la Renaissance, et puis un triptyque sur bois, assez intimiste, que je présenterai aussi, et je présenterai aussi pas mal de photos, de mon travail en photo. Oui, donc, il y aura pas mal de tirages photos qui seront présents, des tirages photos tirage très limité, encadrés, etc. En quoi la photo est-elle complémentaire à la peinture pour vous ? Ou est-ce que ça ne se pose pas en ces termes, en fait ? La photo, elle est complémentaire parce que, par exemple, si on fait poser des modèles, on peut utiliser la photographie. Donc ça, voilà, Degas l'avait, je crois, expérimenté déjà à l'époque. Et je pense que même les peintres classiques l'auraient fait s'ils avaient eu la photographie. Je pense qu'ils l'auraient fait. Après, oui, la photographie, pour moi, c'est une alternative. Je ne suis pas photographe. C'est-à-dire que je fais des photos, en plus. Et après, oui, les photos, moi, j'ai une façon de voir les choses, au niveau du cadrage, au niveau de la prise de vue, etc. Donc ça se retrouve aussi dans les photos, le côté étrange, etc. J'ai fait une sélection, évidemment, qui soit cohérente en fait, avec les tableaux. Donc c'est à la fois un travail, évidemment, des ombres, des lumières, un travail sur l'attitude des personnages, et puis un travail, oui, ce côté étrange et animal. Il y a beaucoup ça, en fait, dans ces photos. Donc il y aura ça, et puis il y aura aussi, là je présente beaucoup de peinture à l'huile, parce que je fais beaucoup de peinture à l'huile. Il y aura aussi des pastels et des aquarelles aussi. Donc voilà, ce sera, au niveau de la technique, ce sera plutôt varié. Par contre, il y aura vraiment une cohérence en fait, d'ensemble, c'est ce qui est important. Que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau du cadrage, etc. Donc ça c'est important. Et oui, je voudrais revenir juste sur une chose, parler de mise en scène. Le point de vue de mes tableaux, c'est important, c'est à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vue en plongée, il n'y a pas de vue en contre-plongée. C'est-à-dire que ça laisse le spectateur observer presque la scène de manière très neutre. C'est une recherche de la neutralité, de cette ambiguïté-là. Et je pense que on peut se poser une question quand on voit mes tableaux, c'est qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? Par exemple, là, on parlait du tableau Morceaux de femmes. C'est deux femmes en fait, qui sont dans un intérieur avec des mannequins sur une table qui ont leurs traits. Et en fait, le plus important, c'est cette question de que se passe-t-il ? Alors la réponse, c'est rien. Et je mets un point d'honneur à ce qu'il ne se passe rien, en fait, à la fois dans les tableaux, à la fois dans les photos. Parce que c'est vrai, la question, si vous vous posez quand vous verrez les tableaux de l'exposition, c'est il ne se passe rien au final. C'est-à-dire qu'on peut sentir quelque chose, des fois, du danger, mais au final, il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que c'est des femmes avec des morceaux de plastique ou des intérieurs, mais il n'y a pas de monstre. On parlait de surréalisme, Max Ernst, tout ça, les visions comme ça, là ça fait peur, il y a des choses comme ça. Ou même les tableaux classiques, les tableaux historiques, on voit voilà, des soldats, du sang, des morts. Bon, là, c'est pas du tout l'idée dans ces tableaux. Et c'est ça qui inquiète, c'est que justement c'est irrationnel parce que très familier. Oui, voilà, et on c'est ça. n'arrive pas à trouver de réponse. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce Je vous remercie. Peut-être en conclusion, vous pourriez nous dire quel serait le plus beau compliment ? Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens vous disent en fait en voyant cette expo ? Écoutez,
C'est très compliqué à répondre. Qu'est-ce que je voudrais comme compliment? Vous savez, quand on est artiste, moi c'est ce que je pense, je ne sais pas si tous les artistes le pensent, ce qu'on aimerait faire, c'est faire ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'on les admire, les chefs-d'œuvre, mais on aimerait bien en faire un nous-mêmes. Donc effectivement, si un jour on me dit que j'ai fait un chef-d'œuvre, ce sera déjà pas mal. D'accord. Écoutez, je vous le souhaite. Merci. Je vous le souhaite de tout cœur. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.